Chapitre 17. Parker. Je me rendis compte, le lendemain matin, que sous l'influence de l'enthousiasme qu'avaient éveillé en moi les grâces du paradis, j'avais été indiscret. Il est vrai que Poirot ne m'avait pas demandé de garder pour moi la découverte de la bague. D'un autre côté, il n'en avait pas soufflé mot pendant qu'il était à Fernley, et je croyais bien avoir été, jusque-là, la seule personne au courant de cet incident. Je me sentais nettement coupable, car l'histoire devait actuellement se répandre dans King's Abbot avec la rapidité de l'éclair, et je m'attendais à chaque instant à recevoir des reproches de Poirot. Les doubles obsèques de Madame Ferrare et de Monsieur Roger Ackroyd étaient fixées à 11 heures. Ce fut une imposante et mélancolique cérémonie. Tous les hôtes de Fernley étaient présents. Lorsque tout fut fini, Poirot, qui s'y trouvait également, me prit par le bras et me convia à l'accompagner au Mélèze. Il avait l'air très grave, et je craignis que mon indiscrétion de la veille ne fût parvenue à ses oreilles. Mais je m'aperçus bientôt que ses préoccupations avaient un tout autre objet. « Voyez-vous, dit-il, nous devons agir. Avec votre aide, je me propose d'interroger un témoin. Nous lui poserons tant de questions et nous lui ferons tellement peur que la vérité éclatera. »« De quel témoin parlez-vous » demandai-je fort étonné. « De Parker, » dit Poirot. « Je l'ai prié de se trouver aujourd'hui chez moi, à midi, et il doit nous y attendre. »« Que croyez-vous donc » hasardai-je en le regardant de côté. « Rien. Je n'ai pas encore de certitude. » Vous pensez que c'est lui qui tourmentait Madame Ferrare ? Soit lui, soit... Eh bien, demandai-je après avoir attendu quelques instants. Mon ami, voici tout ce que je peux vous dire. J'espère que c'était lui. La gravité de ses manières et quelque chose d'indéfinissable dans sa voix me réduisirent au silence. À notre arrivée au Mélèze, nous fûmes avertis que Parker était là. Lorsque nous entrâmes au salon, le maître d'hôtel se leva respectueusement. « Bonjour, Parker, » dit aimablement Poirot. « Une minute, je vous prie. » Il enleva son pardessus et ses gants. « Que monsieur me permette, » s'écria Parker en se précipitant pour l'aider, et en déposant soigneusement les vêtements sur une chaise près de la porte. Poirot le regarda d'un air approbateur. « Merci, mon bon Parker. Ne voulez-vous pas prendre un siège ? Ce que j'ai à vous dire durera sans doute assez longtemps. » Parker s'assit, en saluant pour s'excuser. « Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir ici ce matin ? » J'ai pensé que monsieur voulait me poser en particulier quelques questions concernant mon défunt maître. « Précisément, » répondit Poirot d'un air enjoué. « Vous devez savoir comment on pratique un chantage. »« Monsieur !» Le maître d'hôtel bondit sur ses pieds. « Ne vous agitez pas, » continua Poirot placidement, « et ne prenez pas l'attitude de l'honnête homme insulté. Le chantage n'a pas de secret pour vous, n'est-ce pas ? » « Monsieur, je n'ai jamais été injurié d'une telle manière, » suggéra Poirot. « Alors pourquoi, excellent Parker, étiez-vous si désireux de surprendre la conversation qui avait lieu dans le cabinet de travail de monsieur Ackroyd ? Celle au cours de laquelle vous avez entendu le mot chantage. » « Je n'étais pas... Qui donc a été votre dernier maître ? Demanda brusquement Poirot. « Mon dernier maître ? Oui, la personne chez qui vous étiez avant d'entrer au service de monsieur Ackroyd. Le major Ellerby, monsieur. » Poirot lui arracha pour ainsi dire les mots de la bouche. « En effet, le major Ellerby. Il se piquait à la morphine, n'est-ce pas ? Vous avez voyagé avec lui, et pendant qu'il était aux Bermudes, il a été mêlé à une affaire de meurtre, dont il a été considéré comme responsable en partie. La chose a été étouffée, mais vous étiez au courant. Combien vous a donné le major Ellerby pour que vous vous taisiez ? » Parker le regardait bouche bée. Il tremblait de tous ses membres. « Vous voyez que j'ai fait mon enquête, » reprit Poirot. « Tout ce que je vous dis là est absolument exact. Vous avez reçu une forte somme
et le major Ellerby a continué à vous payer jusqu'à sa mort. Je veux maintenant connaître les détails de votre dernière entreprise. » Parker le regardait toujours sans répondre. Inutile de nier. Hercule Poirot sait. Vous voyez bien que ce que je viens de vous dire au sujet du major Ellerby est vrai, n'est-ce pas? Parker, subjugué, inclina la tête. Son visage était livide. « Mais je n'ai pas touché un cheveu de la tête de M. Ackroyd, gémit-il. Devant Dieu, je le jure. J'ai craint sans cesse qu'il ne soit mis au courant des faits dont vous venez de me parler, mais je vous affirme que je ne l'ai pas tué. » Il criait presque. « Je suis tenté de vous croire, mon ami, » dit Poirot. « Vous n'avez pas assez de courage, mais il faut que je connaisse la vérité. Je vous dirai, monsieur, tout ce que vous voudrez savoir. Il est vrai que j'ai essayé d'écouter ce soir-là, car un mot ou deux avait piqué ma curiosité, ainsi que l'attitude de M. Ackroyd, qui s'était enfermé avec le docteur et ne voulait pas être dérangé. Mais ce que j'ai dit à la police est la vérité même. J'ai entendu le mot chantage, monsieur, et... » Il s'arrêta. « Et vous avez pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose à glaner pour vous, suggéra Poirot doucement. » « Eh bien, oui, monsieur. J'ai pensé que si l'on faisait chanter M. Ackroyd, je pourrais sans doute en tirer quelques profits. » Une étrange expression passa sur le visage de Poirot, qui se pencha en avant. « Aviez-vous eu l'occasion de supposer auparavant que M. Ackroyd était soumis à un chantage ? » ?»« Certainement non, monsieur. J'ai même été très étonné. Un homme si régulier dans ses habitudes. »« Mais qu'avez-vous entendu ? » ?»« Très peu de choses, monsieur. Il semblait y avoir un sort contre moi. J'avais affaire à mon service, à l'office, et quand je pus une ou deux fois m'approcher du cabinet de travail, cela ne servit à rien. La première fois, le docteur Shepard sortit et me surprit. Puis ce fut M. Raymond qui me croisa dans le grand hall et se dirigea de ce côté-là. Enfin, quand je m'approchai avec le plateau, Miss Flora m'obligea à me retirer. Poirot contempla l'homme longuement, comme pour éprouver sa sincérité. Parker soutint son regard. « J'espère que vous me croyez, monsieur. J'ai redouté depuis le début que la police ne mît la main sur la vieille affaire du major Ellerby et n'en vint à me soupçonner. »« Eh bien, dit enfin Poirot, je suis disposé à vous croire, mais il faut que je vous demande encore une chose. Montrez-moi votre carnet de banque. Car vous avez un carnet de banque, je présume. »« Oui, monsieur, je l'ai même sur moi. » Et sans la moindre inquiétude, il le sortit de sa poche. Poirot prit le mince petit livret vert et en examina les entrées. « Ah, je vois que vous avez acheté pour 500 livres de bons nationaux cette année. »« Oui, monsieur. J'ai déjà plus de 1000 livres d'économie qui proviennent de mes relations avec mon ancien maître, le major Ellerby. Puis j'ai joué aux courses avec succès cette année. Si vous vous en souvenez, c'était un outsider qui a gagné le jubilé. Je fus assez heureux de miser 20 livres sur lui. » Poirot lui rendit son carnet. « Eh bien, au revoir, Parker. Je vous crois, vous m'avez dit la vérité. Si je me trompe, tant pis pour vous, mon ami. » Lorsque le maître d'hôtel sortit, Poirot reprit son pardessus. « Vous partez encore ? demandai-je. »« Oui, nous allons rendre visite à l'excellent monsieur Hammond. »« Vous croyez au récit de Parker ? » ?»« Il est assez vraisemblable. Il paraît évident, à moins qu'il ne soit un acteur de premier ordre, qu'il croyait vraiment que c'était Ackroyd qui avait été victime d'un chantage. Dans ce cas, il ignore complètement toute l'affaire concernant Madame Ferrare. Mais alors qui ? Précisément, qui ? Notre visite à M. Hammond va nous permettre de fixer un point. Elle mettra complètement Parker hors de cause. Ou alors... Je prends la mauvaise habitude de ne pas terminer mes phrases ce matin, dit Poirot en manière d'excuse. Ne faites pas attention. À propos, déclarai-je un peu timidement, j'ai une confession à vous faire. J'ai par inadvertance parlé de cette bague.
Quelle bague? Celle que vous avez trouvée dans l'étang au poisson rouge. Ah, oui, répondit Poirot avec un large sourire. J'espère que vous n'êtes pas contrarié. J'ai agi fort légèrement. Pas du tout, mon bon ami, pas du tout. Je vous ai fait aucune recommandation à ce sujet, et vous étiez libre de raconter cette découverte si vous le désiriez. A-t-elle intéressé votre sœur? Je crois bien. Mon récit a fait sensation, et toutes sortes d'hypothèses ont fait jour. Vraiment? Pourtant c'est si simple. L'explication saute aux yeux. En vérité? Demandai-je sèchement. Poirot se mit à rire. L'homme avisé ne se compromet pas, observa-t-il. Mais nous voici arrivés chez M. Hammond. L'avoué était dans son cabinet, et nous fûmes introduits sans retard. Il se leva et nous accueillit de la manière sèche et précise qui lui était habituelle. Poirot vint immédiatement au fait. Monsieur, je désirerais obtenir de vous quelques renseignements, si vous voulez bien avoir la bonté de me les donner. D'après ce que je crois, vous étiez l'avoué de feu Madame Ferrare de King's Paddock. Je remarquai l'éclair de surprise qui s'alluma dans les yeux de l'homme de loi, avant que sa réserve professionnelle vînt remettre un masque sur son visage. Certainement. Toutes ces affaires passaient entre mes mains. Fort bien. Maintenant, avant de vous poser aucune question, je désire que vous écoutiez le récit que le docteur Shepard va vous faire. Vous ne voyez, j'espère, mon ami, aucune objection à répéter cette conversation que vous avez eue avec M. Ackroyd dans la soirée de vendredi dernier. Aucune, répondis-je, et je me mis en devoir de relater les événements. Hammond m'écouta très attentivement. C'est tout, dis-je enfin. Chantage, murmura pensivement l'avoué. Cela vous étonne? Demanda Poirot. L'homme de loi enleva son pince-nez et l'essuya avec son mouchoir. Non, répliqua-t-il, pas absolument. Depuis quelque temps, l'idée m'était venue. Ceci nous amène, déclara Poirot, au renseignement que je désire. Car si quelqu'un peut nous apprendre le montant des sommes que Madame Ferrare a payées, c'est bien vous. Je ne vois aucune raison de ne pas vous répondre, dit Hammond après avoir réfléchi. Au cours de la dernière année, Madame Ferrare a vendu diverses valeurs. L'argent lui a été remis, mais elle ne l'a pas placé. Comme ses revenus étaient considérables, et qu'elle vivait très simplement depuis la mort de son mari, il paraît évident que ces sommes, qu'elle a ainsi touchées, ont reçu d'elle une destination spéciale. Je l'ai interrogée une fois à ce sujet, et elle m'a répondu qu'elle avait à sa charge de pauvres parents, de M. Ferrare. Bien entendu, je n'ai pas insisté, et j'ai cru, jusqu'à présent, qu'il s'agissait d'une femme ayant des droits sur Ashley Ferrare. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait de Madame Ferrare elle-même. Quel était le montant de ces sommes? Demanda Poirot. En tout, je crois qu'elles atteignaient au moins 20 000 livres. 20 000 livres en un an? Madame Ferrare était très riche, déclara Poirot d'un ton sec, et les sanctions auxquelles s'exposent les criminels ne sont pas légères. Puis-je vous fournir d'autres renseignements? Demanda M. Hammond. Non, je vous remercie, répondit Poirot en se levant. Je vous fais mes excuses de vous avoir dérangé. Pas du tout, pas du tout. Eh bien, que devient notre ami Parker dans cette affaire? Reprit le détective lorsque nous fûmes sortis. Avec 20 000 livres à sa disposition, croyez-vous qu'il serait resté maître d'hôtel? Je ne le pense pas. Il est évidemment possible qu'il ait placé cet argent sous un autre nom, mais je suis d'avis qu'il ne nous a pas menti. C'est un coquin, mais un coquin aux conceptions modestes. Cela ne nous laisse plus en face que Raymond, ou le Major Blunt. Ce n'est sûrement pas Raymond, objectai-je, puisque nous savons qu'il manquait 500 livres pour payer ses dettes. C'est du moins ce qu'il nous a dit. Quant à Hector Blunt, je vais vous révéler quelque chose à propos de cet excellent major, interrompit Poirot,
Mon métier, consistant à faire des enquêtes, je l'ai fait. Eh bien, l'héritage dont il a parlé se monte, je l'ai découvert, à environ 20 000 livres. Qu'en pensez-vous ? Je fus si stupéfait que je ne pus parler. « C'est impossible, déclarai-je. Un homme aussi connu qu'Hector Blunt !» Poirot haussa les épaules. « Qui sait ? C'est au moins un homme qui a de l'envergure. J'avoue que je vois difficilement en lui un maître chanteur. Il y a, du reste, une autre hypothèse que vous n'avez pas envisagée. »« Laquelle ? » ?»« Le feu, mon ami. Ackroyd lui-même peut avoir détruit la lettre et son enveloppe bleue après votre départ. »« Je ne crois pas que ce soit probable, dis-je lentement. Et pourtant, c'est possible. Il a pu changer d'avis. » Nous arrivions chez moi, et, sous l'empire d'une brusque pulsion, j'invitai Poirot à entrer et à partager notre déjeuner. Je pensais que Caroline serait contente, mais il est vraiment difficile de satisfaire les femmes. J'appris que nous devions manger des côtelettes à déjeuner, tandis que pour l'office, il y avait un plat de tripes aux oignons. Or, 2 côtelettes pour 3 personnes paraissaient un peu insuffisantes. Mais Caroline ne se laisse pas longtemps démonter. Avec un aplomb magnifique, elle expliqua au détective qu'elle suivait un régime végétarien. Bien que James se moquât d'elle. Elle disserta avec enthousiasme sur les côtelettes de noix. Je suis presque certain qu'elle n'en avait jamais mangé, et parut se régaler de légumes, tout en faisant des réflexions virulentes sur les dangers que présente l'alimentation carnée. En sortant de la table, ma sœur attaqua nettement Poirot. « Vous n'avez pas encore trouvé Ralph Patton ?» demanda-t-elle. « Où pourrais-je le trouver, mademoiselle ? Je pensais que vous l'auriez découvert à Cranchester. » Poirot parut stupéfait. « À Cranchester ? Pourquoi à Cranchester ?» Je l'éclairai un peu malicieusement. Un membre de notre groupe, si bien constitué de détectives privés, vous a vu hier dans une automobile sur la route de Cranchester. L'étonnement de Poirot se dissipa et il rit franchement. « Ah, fort bien. Une simple visite au dentiste. J'avais une dent malade. Je l'ai fait arracher. Cette dent ne me fera plus jamais souffrir. » Caroline fut absolument décontenancée. Puis nous nous mîmes à parler de Ralph Patton. « Il a une nature faible, mais pas vicieuse. » « Oui, dit Poirot, mais où s'arrête la faiblesse ?»« Justement, reprit ma sœur. Voyez James, il serait la faiblesse même si je n'étais pas là pour m'occuper de lui. »« Ma chère Caroline, répliquai-je d'un ton irrité, ne peux-tu donc pas parler sans faire de personnalité ? » « Mais tu es faible, James, dit Caroline sans se laisser émouvoir. J'ai 8 ans de plus que toi. Il m'est tout à fait égal que M. Poirot le sache. »« Je ne l'aurais jamais deviné, mademoiselle, » dit le détective en faisant un galant salut. « 8 ans de plus, et j'ai toujours considéré qu'il était de mon devoir de veiller sur toi. Si tu avais été mal élevé, Dieu sait quelle sottise tu aurais pu faire. »« J'aurais peut-être épousé une belle aventurière, » dis-je en regardant le plafond et en faisant des ronds de fumée. « Une aventurière, » dit Caroline en ricanant. « Si nous commençons à parler d'aventurière... » Elle n'acheva pas sa phrase. « Eh bien, demandai-je avec curiosité. »« Rien. Mais je pense qu'il y en a une non loin d'ici. » Puis elle ajouta en se tournant vers Poirot. « James dit que vous persistez à croire que le crime a été commis par une personne habitant à la maison. Vous avez peut-être tort. » « Je voudrais ne pas avoir tort, » répondit le détective. « Mon métier est d'avoir raison. »« Je connais assez bien les détails de l'affaire, » continua ma sœur sans s'arrêter à l'observation de Poirot. « Soit par James, soit par d'autres. Autant que je puisse m'en rendre compte, 2 personnes seulement ont eu le temps d'agir. Ralph Patton et Flora Ackroyd. »« Ma chère Caroline, ne m'interrompez pas, James. Je sais ce que je dis. Parker l'a rencontré en dehors du cabinet de travail, n'est-ce pas ?
Il n'a pas entendu son oncle dire bonsoir. Elle pouvait l'avoir tué. Caroline. Je ne dis pas qu'elle l'a fait, James. Je dis simplement qu'elle aurait pu le faire. Évidemment, bien que Flora soit comme toutes ces jeunes filles modernes, qui ne professent aucun respect pour leurs aînés et qui croient tout connaître, je ne pense pas qu'elle serait capable de tuer. Même un poulet. Il n'en est pas moins vrai que les choses se présentent ainsi. Monsieur Raymond et le Major Blunt ont des alibis. Madame Ackroyd aussi. Cette femme, Russell, elle-même paraît en avoir un, ce qui est fort heureux pour elle. Alors qui reste-t-il ? Ralph et Flora seulement. Or, quoi que vous disiez, je ne croirais jamais que Patton soit un assassin. Un garçon que nous avons connu toute sa vie. Poirot demeura silencieux un instant, contemplant la fumée qui montait de sa cigarette. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix douce et lointaine qui produisit sur nous une étrange impression et qui était très différente de sa voix habituelle. Prenons un homme, dit-il, un homme ordinaire dont l'esprit n'a jamais été traversé par aucune pensée de meurtre. Il y a en lui une certaine faiblesse qui ne s'est jamais révélée et qui n'aura peut-être jamais l'occasion de se manifester. S'il en est ainsi, il achèvera son existence respectée et honorée par tous. Mais supposons qu'il se produise un incident. Un embarras pécuniaire, par exemple. Ou encore qu'il soit accidentellement mis au courant d'un secret d'une importance capitale. Son premier mouvement sera de parler, de faire son devoir d'honnête citoyen. Mais alors, la faiblesse se fait jour. Il voit l'occasion d'obtenir, sans effort, une somme, une très grosse somme. Il a besoin d'argent. Il désire s'en procurer, et c'est si facile, il n'a qu'à se taire. Voilà le commencement. Puis son besoin d'argent grandit. Il lui en faut de plus en plus. Il est grisé par la vue de la mine d'or qu'il s'est lui-même creusée sous ses pieds. Ses exigences augmentent, et elles dépassent le but. On peut pressurer un homme éternellement, mais pas une femme. Car les femmes gardent au fond de leur cœur un grand désir de vérité. Combien y a-t-il de maris qui, ayant trompé leur compagne, emportent sans remords leur secret dans la tombe ? Mais combien y a-t-il de femmes qui, ayant trompé leur mari, détruisent leur bonheur en avouant leur faute ? Elles sont trop souffert de leur dissimulation, qu'elles regrettent ensuite, bien entendu. Elles font bon marché de leur sécurité et proclament la vérité, ce qui leur procure, momentanément, un grand soulagement. Tel a été, je crois, le cas qui nous occupe. L'épreuve est devenue trop cruelle et celui qui en avait profité a tué la poule aux œufs d'or. Mais ce n'est pas tout. L'homme dont nous parlons ainsi était menacé de se voir découvert. Or, il s'est modifié depuis, mettons, 1 an. Sa moralité est complètement émoussée. Il est désespéré car il considère qu'il a manifestement perdu la partie et il est prêt à employer tous les moyens pour éviter d'être confondu. Alors, le poignard fait son œuvre. Poirot se tut. On eût pu croire qu'il avait jeté un sort dans la pièce, et je serais incapable d'écrire l'impression que ses paroles avaient produit sur ma sœur et sur moi. Son analyse impitoyable et sa puissance de déduction nous frappaient de crainte tous les deux. Ensuite, reprit-il à mi-voix, le danger écarté, l'homme redevient ce qu'il était, c'est-à-dire normal et bon. Mais si la nécessité s'en faisait encore sentir, il frapperait de nouveau. Caroline se ressaisit enfin. « Vous parlez de Ralph Patton, dit-elle. Je ne sais si vous avez raison ou si vous vous trompez, mais vous n'avez pas le droit de condamner un homme sans l'entendre. » À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit. Je sortis dans le vestibule et je décrochai le récepteur. « Comment ? dis-je.
Oui, ici le docteur Shepard. J'écoutais pendant 1 ou 2 minutes et répondis brièvement. Puis, raccrochant, je rentrai dans le salon. Poirot, dis-je, on a arrêté à Liverpool un homme appelé Charles Kent, que l'on croit être l'inconnu que j'ai rencontré vendredi soir à la grille de Fernley. On me demande de partir immédiatement pour Liverpool, afin de l'identifier.